à tous, nous sommes heureux de vous accueillir dans un nouvel épisode de Cyberpop. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet ô combien important et d'actualité, les réseaux sociaux et les usages que nous en faisons. Et pour cela, nous avons la joie d'accueillir Chloé, créatrice de contenu sur Instagram et TikTok, connue sous le nom de The Ginger Chloé. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre vie, de nos habitudes. Une étude commanditée par Kaspersky, dont les résultats sont dévoilés aujourd'hui en exclusivité, montre que plus de 85% des Français sont actuellement actifs ou l'ont été sur un ou plusieurs réseaux sociaux. Pour ceux qui sont assidus à nos contenus, vous devriez reconnaître Chloé, avec laquelle nous avions déjà eu la chance d'échanger lors de notre événement autour des logiciels espions. Toutefois, pour les nouveaux, Chloé, peux-tu te présenter rapidement ? Bonjour à tous, bonjour Noémie, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Ça me fait toujours plaisir d'avoir l'occasion de m'exprimer sur des sujets aussi importants. Du coup, comme tu l'as dit, je suis créatrice de contenu sur Instagram et TikTok depuis maintenant un peu plus de 4 ans et j'aborde notamment des sujets engagés. Ça peut être contre le harcèlement, contre les violences faites aux femmes. J'essaie aussi d'apporter beaucoup de joie et de positivité à travers mes vidéos et mes photos afin de redonner confiance en elles aux personnes qui me suivent. Merci beaucoup Chloé, des sujets en effet qui nous parlent beaucoup chez Kaspersky, chez qui nous sommes convaincus que les réseaux sociaux font partie prenante des nouvelles pratiques numériques, des nouveaux modèles d'interaction, d'information, de divertissement. Toutefois, en effet, comme pour toute activité en ligne, il est important d'avoir conscience des risques, des dérives et des conséquences potentielles de ces usages, compromission des données personnelles, l'addiction, la mauvaise santé mentale, l'agressivité, harcèlement, tout plein de sujets finalement que tu traites aussi toi, dans les contenus que tu partages à ta communauté. Et c'est pour cette raison, du coup, que nous avons aujourd'hui lancé la plateforme ShareAware, qui permet de conseiller les utilisateurs vis-à-vis de leurs usages des réseaux pour que ces derniers ne soient qu'un atout complémentaire dans notre poche et non pas une source de stress ou de risque en termes de sécurité. Donc alors Chloé, dans notre étude, nous avons posé un vaste nombre de questions aux internautes français et internationaux et plusieurs chiffres ressortent et me semblent assez intéressants. Près de 41% des adultes, notamment dans le monde, sont persuadés que les réseaux sociaux ont une influence positive sur la société, sur la politique. Ce chiffre est par contre beaucoup plus nuancé en France, avec la majorité pensant justement que les réseaux sociaux ont une influence négative sur la société et la politique. Pour autant, les Français font partie des plus addicts au contenu qu'ils trouvent sur les réseaux, puisqu'ils sont plus de la moitié à témoigner d'une dépendance au contenu partagé par les influenceurs et les comptes qu'ils suivent. Ma question du coup, en tant que professionnel de la création de contenu sur les réseaux, est-ce que tu ressens cette addiction premièrement ? Et par rapport à l'aspect positif ou négatif sur la société, qu'en penses-tu de ton côté ? Alors, de mon côté, effectivement, je ressens vraiment cette addiction, que ce soit, par rapport à mes proches ou même vis-à-vis de moi-même. C'est vrai que la barrière pour moi est assez compliquée entre vie perso et vie pro et j'ai toujours tendance à vouloir, checker mon téléphone, un nombre de fois incalculable par jour et je le vois aussi, avec, mes proches, mes amis, le téléphone est vraiment omniprésent, dans la vie, en fait, que ce soit, quand on est au restaurant, à un repas de famille, et il y a toujours, des choses nouvelles donc je pense que ce sentiment-là, il est un peu compliqué à gérer, surtout, chez les plus jeunes et je pense que ça peut avoir un aspect, positif comme négatif sur la société. Ça dépend, de quel œil on regarde, en fait, les réseaux sociaux. Pour moi, ça a beaucoup de positifs. On l'a vu notamment pendant les confinements parce que ça nous permet de garder un certain, lien social avec les personnes, qui sont à distance. Ça nous permet, d'échanger sur des sujets importants et ça a aussi un côté négatif puisque, on sait que on peut être, victime, d'attaques. Donc voilà, ce côté-là, il faut savoir, s'en prémunir. Mais en tout cas, pour ma part, j'essaie vraiment de prendre la position inverse et de me dire, voilà, j'ai une audience, j'ai une certaine influence, donc j'ai ma responsabilité et moi, de mon côté, j'essaie d'apporter en tout cas, que du positif et d'aider les personnes qui me suivent, que ce soit pour, leur donner le sourire après une journée difficile. Merci Chloé. Du coup, tu as en partie répondu à la question suivante que je voulais te poser, qui était savoir est-ce que le fait justement d'avoir plus de 150 000 personnes qui te suivent et qui t'écoutent tous les jours provoque un certain sentiment de responsabilité vis-à-vis des contenus que tu partages. Du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, j'imagine que oui. Est-ce que cette responsabilité justement, ça a pu évoluer avec le temps justement et avec l'élargissement de ta communauté et avec le fait que justement peut-être de plus en plus de personnes et de plus en plus de contenu que tu vas toi-même consommer, euh,
tendent à créer, on va dire, des sentiments nouveaux chez justement les internautes et que du coup ta prise de conscience évolue par rapport à ça et du coup tu souhaites profiter de ta notoriété pour à la fois faire passer des messages et à la fois, comme tu le disais, divertir et faire sourire et partager des choses qui, toi, te tiennent à cœur et te font du bien. Oui, c'est vrai qu'au début, j'avais pas, peut-être moins ce sentiment de responsabilité parce que j'avais beaucoup moins de personnes qui me suivaient, donc j'avais l'impression de m'adresser à «quelques amis» entre guillemets et puis c'est vrai que quand on voit les chiffres, monter, on se dit, «Ouh là, faut que je fasse attention à ce que je dise et à ce que je partage» parce que voilà, on sait jamais, comment les choses peuvent être perçues et reçues, par la communauté. Je pense qu'aujourd'hui tous les influenceurs, n'ont pas ce sentiment de responsabilité et c'est vrai qu'en même si c'est du virtuel, on se rend compte qu'on a un vrai impact dans la vie des personnes qui nous suivent. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent: «Ah, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai pensé à toi, j'ai été victime de ça et ben j'ai pensé aux conseils que tu avais donnés». Donc on voit vraiment que c'est pas, juste, des selfies qu'on partage, enfin pour ma part, en post ou en story, c'est ça va vraiment plus loin et je me rends compte que bah, les personnes, prennent vraiment en compte, ce que je dis ou ce que je partage. Donc c'est par rapport à ça où je sens que j'ai vraiment une responsabilité. Et en effet, enfin, si ce serait super si toutes les personnes justement qui profitaient de leur notoriété et réputation sur les réseaux sociaux ou Internet de manière générale pouvaient avoir ce même sentiment de responsabilité. De ton côté, est-ce que toi, tu as des exemples, par exemple, justement, de moments où tu penses avoir pu influencer ou accompagner, disons, quelqu'un ou plusieurs personnes vers le positif de par justement les messages que tu fais passer, mais aussi le fait que tu sois peut-être à l'écoute des gens avec qui, justement, enfin, qui te suivent. Voilà, je sais pas si tu as, si t'as ce genre d'exemple, par exemple. Oui, bah, je sais que j'ai, par exemple, plusieurs, personnes, qui m'ont écrit, parce que, je partage aussi beaucoup de contenu autour de l'acceptation de soi. Je sais que c'est pas toujours facile d'accepter son corps, d'accepter son poids et voilà, j'échange beaucoup sur ce sujet et il y a des personnes, par exemple, qui vont me dire, «Aujourd'hui, je suis allée faire les magasins et grâce à toi, j'ai osé, acheter un jean à ma taille, j'ai osé faire ci, faire ça» et bah, du coup, c'est vraiment des actions concrètes, en fait. Ça peut être, voilà, de ce côté-là ou aussi, je parle souvent des relations toxiques, des personnes, voilà, qui peuvent nous harceler et j'ai déjà donné des clés pour, identifier, ces relations-là et donc j'ai des personnes qui m'ont déjà écrit et qui m'ont dit: «Bon, bah, grâce à toi, je me suis rendu compte que cette amitié-là, elle était super toxique et j'ai réussi à en sortir». C'est intéressant et justement, je me posais la question parce que tu parlais donc de l'acceptation de soi, qui est un sujet particulièrement actuel, je pense, et important aussi. De ton côté, justement, toi, tu es engagé et tu partages des contenus pour aider les gens à mieux se percevoir, à se faire confiance et puis à s'accepter tels qu'ils le sont. En revanche, on a aussi, enfin, vu dans notre étude et de manière générale que les réseaux sociaux peuvent aussi parfois contribuer un petit peu à cette forme de mal-être parce que les gens vont s'identifier justement à des contenus qu'ils jugent parfaits, à des corps ou à des vies qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. Et ça va, disons, les faire se sentir inférieurs, mal, vont se comparer, se sentir moins beaux, avec une vie moins intéressante. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, justement, enfin, il peut y avoir cette dérive possible et que c'est assez important, justement, de pouvoir communiquer pour apprendre ne serait-ce qu'à la prise de recul et à la compréhension que ce qui se passe sur les réseaux, c'est pas égal à ce qui se passe dans la vraie vie forcément et que de fait, en fait, il faut réussir à le consommer avec justement un regard suffisamment critique pour ne pas que ça nous détruise finalement. Oui, de toute façon, les chiffres le montrent. Instagram, en tout cas, a été pointé du doigt parce que, les chiffres montrent que finalement, les personnes, ont moins confiance en elles, après, avoir, traîné sur les réseaux sociaux. Donc, de ce côté-là, on sait que c'est pas forcément, positif. C'est pour ça que personnellement, j'essaye de prendre le contre-pied. Mais, effectivement, on a un flux d'images qui est énorme sur les réseaux sociaux et dans ce lot d'images, on a beaucoup d'images qui sont retouchées, trafiquées et puis, c'est une réalité qui est complètement, embellie.
en tout cas sur le virtuel. Donc on a du mal à se rendre compte de ce qui est vraiment la vie des gens. Finalement, on ne montre que ce qu'on a envie et les gens ne montrent en général que on va dire, quelque chose d'assez superficiel. Donc c'est vrai que les personnes se comparent et c'est là où elles développent des complexes parce qu'elles se disent: «Ah bah, moi, j'ai pas cette vie-là, ma vie à côté, elle est nulle. Moi, j'ai pas le même corps que, bah, mon influenceuse préférée. Oh là là, je suis moche». Voilà, j'ai il y a beaucoup de raisonnements qui sont comme ça. Bon, je grossis les traits, mais c'est vrai qu'à force de se comparer, on peut, bah, développer ce sentiment d'infériorité finalement qui est hyper néfaste pour l'estime de soi. Et, euh, et oui, encore plus aujourd'hui avec, par exemple, les filtres en story Instagram, on peut Mmh. complètement déformer son visage. Bon, les applications de retouche comme Facetune, n'en parlons pas. Et c'est là où il faut vraiment alerter, je pense, les utilisateurs sur le fait que Instagram ne reflète pas la réalité et que c'est que, on va dire 1% de la vie des gens puisque, on met vraiment que ce qu'on a envie et ça, je le dis toujours. Même moi, ce que je partage, c'est qu'une infime partie de ma vie et voilà, j'essaie de montrer aux personnes, enfin, qu'elles en aient conscience en tout cas et parfois je leur montre tout ce qu'on peut faire avec la retouche. On peut s'enlever 10 kilos, on peut se lisser la peau, voilà, on peut tout faire aujourd'hui. Mais d'ailleurs, là, on parle de la partie, on va dire, consommateur de réseaux sociaux et par rapport à la partie justement professionnelle dans laquelle toi tu joues. Est-ce que tu penses aussi que malgré tout, le fait de toujours enfin pas toujours justement parce que de plus en plus on voit quand même enfin pas mal de femmes notamment qui prônent le contenu sans filtre, qui communiquent bah, de la même manière que toi tu le fais en disant voici le visage avec un filtre, voici le vrai visage. Est-ce que tu penses aussi que dans certaines attitudes finalement de créateurs de contenu professionnels, le fait de ne pas pouvoir s'empêcher de mettre des filtres, ça témoigne malgré tout aussi justement d'une problématique de l'image mise en avant par ces réseaux et si oui, comment tu penses qu'il faudrait qu'on puisse agir contre ça? Je pense pas à une interdiction des filtres parce que c'est compliqué d'interdire en sachant qu'il y a tout un aspect créatif aussi au niveau de la photographie sur ce genre de réseau, mais plutôt au niveau, je sais pas, de la sensibilisation, de l'accès à partir d'un certain âge, enfin j'en sais rien, un guide de bonne utilisation des réseaux sociaux pour bien comprendre justement bah, la différence entre la photographie, la créativité et la vraie vie. Bah, c'est vrai que, par exemple, pour en revenir aux filtres, je pense que c'est vraiment devenu un réflexe, et les personnes qui les utilisent, peut-être qu'elles ont un peu du mal avec, leur image finalement. Personnellement, j'essaye de ne jamais en utiliser, ou alors ça va être sur un paysage pour modifier un petit peu la couleur. Mais je veux dire, en tout cas, sur mon visage, jamais j'utilise des filtres qui le modifient. Parce qu'on a vraiment des filtres qui agissent limite comme de la chirurgie. Et c'est là où je trouve ça problématique parce que en fait, ça ne reflète que l'uniformisation des standards de beauté, puisque les filtres, en fait, veulent tous faire en sorte qu'on ressemble à tel type de visage pour correspondre aux standards de beauté. C'est là où je trouve que ça pose problème. Et oui, clairement, les personnes qui en utilisent, peut-être qu'elles en ont conscience et que du coup, elles ont vraiment un regard éclairé sur le sujet, mais peut-être que aussi ça témoigne finalement d'un manque de confiance en soi. C'est tout à fait possible. Personnellement, je serais pour l'interdiction des filtres qui modifient complètement le visage. Après, c'est toujours difficile parce que finalement, ça reste un geste individuel. Donc, comment agir sur le collectif à travers des actions individuelles? Voilà, les personnes décident elles-mêmes d'en utiliser. Après, je pense que justement, le rôle des influenceurs, parce que finalement, c'est une question de tendance. Il y a quelques années, les filtres n'existaient pas et on s'en portait très bien. Donc, je pense que c'est aussi justement les personnes qui ont une forte influence qui peuvent donner, on va dire, un exemple meilleur. Intéressant comme point de vue et en effet, de mon côté, je suis assez d'accord avec toi. On en arrive justement finalement à ce rapport entre distinction vie réelle et vie, on va dire, numérique. On l'a vu que ce soit dans le cadre professionnel, que ce soit bah, justement aussi dans le cadre privé.
notamment, je pense, accéléré par les 2 ans qu'on vient de passer, qui étaient un petit peu particuliers et où du coup les réseaux sociaux étaient quand même pas mal un refuge pour éviter de se recentrer trop sur soi. Au niveau justement de cette partie-là, moi j'ai une théorie. C'est pas vraiment une théorie, mais j'ai un questionnement qui est, enfin, peut-être assez personnel, de me dire quand on en arrive, par exemple, à la partie commentaires désagréables, haineux, jugement vraiment de valeur qu'on peut voir beaucoup sur les commentaires, notamment sur différents types de posts, voilà, sur les réseaux sociaux. Moi, je suis un peu convaincue que c'est dû peut-être aussi à une mauvaise éducation slash compréhension du fait que les activités en ligne ont une répercussion sur la vraie vie, en fait. Parce que je pense que beaucoup se cachent derrière le fait qu'ils sont derrière leur écran et que finalement un commentaire désagréable sous une photo Instagram, ça fera pas les mêmes effets, les mêmes ravages entre guillemets que un commentaire désagréable, je sais pas, à une terrasse d'un café directement en face de la personne. Et moi, ça, je trouve que c'est assez grave malgré tout parce que on a pu constater quand même dans le quotidien, que ce soit au niveau du harcèlement, que ce soit au niveau, oui, notamment au niveau du harcèlement, que on peut en arriver à des cas extrêmes parce que des personnes sont complètement roulées dans la boue, voilà, sur les réseaux sociaux. Et toi, enfin, du coup, voilà, ça m'intéressait d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un peu dû à un manque de recul, à un manque d'éducation, à un manque de compréhension justement des effets, on va dire, et du lien pour eux entre la vie virtuelle et la vie réelle? Alors, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que les personnes n'ont peut-être pas conscience de l'impact. Et encore, j'ai envie de dire, ils sont très conscients quand ils mettent leurs commentaires haineux. Mais c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bon, bah, c'est qu'un commentaire sur Internet, c'est bon, ça va. Mais en fait, non, parce que le commentaire prend peut-être à la personne 3 secondes à écrire, mais il restera peut-être toute la vie dans la personne qui va le lire et qui est concernée. Et moi, je le vois vraiment. Il y a des personnes qui me disent, ouais, voilà, j'ai développé tel ou tel complexe. Par exemple, mon nez. J'ai jamais été complexée par mon nez, mais je me suis pris plein de commentaires sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, j'ai commencé à complexer. Et on voit que ça part de commentaires, mais en fait, ça vient vraiment atteindre la personne et ça reste. Et c'est là où c'est très problématique parce que on se rend pas compte de la puissance de simples commentaires, mais ça peut détruire des vies et ça peut ouais anéantir quelqu'un en fait de lire des atrocités sur soi. Et moi personnellement j'en reçois beaucoup et c'est vrai que ça va parce que j'ai réussi à me blinder avec l'expérience entre guillemets. Et je pense que à chaque fois je me dis si cette personne elle met ce commentaire, finalement en fait j'ai pitié pour elle parce que je me dis c'est elle qui souffre, c'est pas moi. Parce que quand Mmh. on est bien dans ses baskets, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller commenter des choses méchantes sur les autres. Je pense que quand tu es en paix avec toi-même, t'as pas ce besoin d'aller rabaisser les autres. Et peut-être que ces personnes-là ont besoin de rabaisser les autres pour se sentir supérieures. Je sais pas, en tout cas, c'est une théorie possible. Mais pour moi, clairement, ça témoigne d'un certain mal-être. Euh, les personnes qui font ça, en tout cas, je pense qu'elles ont des choses à régler, en tout cas, de leur côté. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de protéger les utilisateurs parce que ça peut être extrêmement violent. Surtout quand c'est des actions répétées et on sait que ça peut avoir un impact psychologique sur la victime terrible. Est-ce que toi, tu constates, puisque tu disais tout à l'heure que ça fait 4 ans justement que tu es créatrice de contenu sur Instagram et TikTok, est-ce que tu vois une évolution au niveau justement des commentaires, j'ai envie de dire de la haine, ouais, enfin ouais, c'est ça, de l'aspect désagréable, si je puis dire, des retours depuis 4 ans, et si oui, plutôt en bien, plutôt en mal? Alors oui, c'est très triste ce que je vais te dire, mais c'est de pire en pire en fait. Et pourtant, à côté, on a de plus en plus de sensibilisation, je trouve. Avant, on n'en parlait pas du tout du harcèlement, même du harcèlement scolaire. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Et pourtant, moi, je vois une croissance. Alors, je pense que cette croissance, elle est due au fait que je touche de plus en plus de personnes. Donc, forcément, ça va de pair avec. Ces commentaires, en fait, ne viennent pas de ma communauté. Ils viennent de personnes qui ne me suivent pas.
Donc ça, je trouve que c'est important de le dire parce que j'ai une communauté qui est extrêmement bienveillante et qui me soutient et qui est toujours là à me défendre, et qui partage les mêmes valeurs que moi, que sont, notamment la bienveillance. Mais c'est vrai que quand tes contenus, bah, ils touchent, des personnes complètement externes qui sont pas du tout sensibles au sujet, dont tu traites, bah, ils hésitent pas à mettre des commentaires, horribles. Mais le pire, en fait, c'est que la plupart des commentaires, ce sont juste des commentaires méchants sur mon physique. Ils viennent même pas débattre, en fait. Encore, je pourrais recevoir des commentaires négatifs s'ils sont constructifs. En mode, bah voilà, moi je suis pas d'accord sur le harcèlement, tu dis ça, moi je pense que nanani nanana, ça irait. Mais en fait, là, c'est juste de la méchanceté pure et gratuite, puisque c'est t'es trop grosse, ah, tu devrais aller faire un régime, sale grosse. Enfin, c'est des trucs comme ça, donc ça n'a aucun sens. Et j'ai l'impression de retourner dans la cour d'école primaire. Et pourtant, c'est des adultes qui mettent des commentaires comme ça. Euh, donc, moi, je vois que ça va crescendo, même si on voit que les plateformes essaient de mettre en place des filtres. Par exemple, on peut masquer les commentaires, les insultes. Alors ça, c'est super, je peux les masquer. Mais les commentaires méchants, parfois, ils n'utilisent pas des mots-clés. Donc on s'en prend plein la figure et malheureusement, ça va crescendo. Moi, c'est pareil, hein, j'essaye de comprendre et même si, enfin, que ce soit chez Kaspersky ou que ce soit d'un point de vue personnel, je suis convaincue que les réseaux sociaux, c'est enfin vraiment un atout pour pouvoir accéder à une diversité de contenus, trouver des gens qui partagent les mêmes valeurs, la même opinion, les mêmes centres d'intérêt qu'on n'avait pas avant leur existence. Je pense que ça aussi à ce côté ce penchant, on va dire, négatif qui est de offrir la parole à tout le monde et que certains ont besoin d'être visibles et que même si pour ça ils doivent être désagréables, ça leur donne l'impression d'exister et c'est un petit peu le souci. Et on a la même chose sur le côté, on va dire, information, où on l'a vu, et notamment dans le cadre du Covid, tout le monde était mystérieusement scientifique, avait un avis à partager. Et sauf que quelqu'un qui justement, et on revient sur cet aspect éducation et prise de recul, quelqu'un qui n'est pas capable de discerner l'aspect opinion de l'aspect information, finalement, ça contribue justement à partager un certain nombre de fake news d'éléments de contenu qui sont finalement uniquement des opinions et non pas de l'info. D'où le besoin et d'où notre campagne aussi côté Kaspersky justement de se dire les réseaux sociaux oui, mais à condition justement d'avoir une certaine conscience de ce qu'on poste et de ce à quoi on accède. Parlant de cette conscience d'ailleurs, rentrons dans un tout petit peu plus de légèreté. Dans notre étude justement, on a vu que la grande majorité finalement des répondants ont déjà regretté avoir posté quelque chose sur un quelconque réseau social, notamment dans le cadre, par exemple, d'une soirée peut-être un petit peu arrosée. Est-ce que toi, ça t'est arrivé déjà ça de publier un tweet, une photo ou une story, que sais-je, que tu as déjà regretté? Alors, du côté, pro, non. J'ai jamais regretté d'avoir posté un contenu, on va dire sur, Instagram, sur mon compte professionnel. Par contre, oui, j'ai déjà regretté sur Facebook quand j'étais jeune, puisqu'on n'a pas trop conscience, à cet âge-là. Aujourd'hui, on sensibilise beaucoup plus, notamment par rapport aux employeurs. On nous dit: «Faites attention à ce que vous postez». Les employeurs peuvent tout à fait, venir voir vos profils. Donc oui, j'ai déjà posté, notamment des photos de soirée, je confirme. Et je me rendais pas du tout compte à l'époque que, bah, ces photos-là, elles peuvent rester et qu'elles pourront, être potentiellement, vues et jugées par, un employeur. Ouais, je pense que, on est en plus, relativement de la même génération et donc on fait partie de ceux qui ont été sur les réseaux sociaux dès leur, arrivée globalement, en France et donc l'aspect, sensibilisation, «C'est trop chouette, on peut partager toutes nos photos de fête» à, «Mince, du coup, j'ai des photos de moi peut-être dans des situations un petit peu, bancales, qui sont, disponibles sur internet». Ça a pris quelques années quand même. Du coup, intéressant d'ailleurs puisque, transition par rapport à ça, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de Chloé avant d'être The Ginger Chloé? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir justement, créatrice de contenu et finalement de faire, des réseaux sociaux, ton métier? Alors, au tout début, c'était pas prévu que ça devienne mon métier, hein. J'étais étudiante quand j'ai ouvert ce compte, j'étudiais à Sciences Po,
à Toulouse et je me sentais parfois un peu seule parce que voilà, j'étais nouvelle dans cette école, je connaissais pas grand monde quand je suis arrivée à Toulouse. Et donc déjà, dans un premier temps, j'ai voulu créer ce compte-là pour pouvoir échanger avec des personnes. Et j'avais quand même aussi au début un but un peu précis. C'est qu'en fait, j'étais longtemps complexée par ma couleur de cheveux puisque je suis rousse et j'avais vachement de mal à l'accepter. Et quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que je manquais aussi d'un modèle d'une fille qui me ressemblait, à qui je pouvais m'identifier. Et donc du coup, j'ai voulu un peu être cette fille-là. Donc au début, sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal partagé autour de ça, autour de ce complexe que j'ai eu durant toute mon enfance jusqu'au lycée. Et après, ça n'a plus été le cas à partir de l'université. Mais en tout cas, voilà, au début, c'était ça. J'avais envie d'échanger avec des personnes sur ce sujet-là. Et, et finalement, je n'aurais jamais, mais alors jamais imaginé que ça deviendrait mon métier. En fait, je ne savais même pas que ça pouvait être une source de revenus. Je ne savais, c'était pas du tout Mmh. professionnel à l'époque. Et même, c'était rare de voir des personnes en vivre. Hein. C'était, je sais pas moi, 3% des créateurs de contenu. Il y avait que Enjoy Phoenix, enfin voilà, les très grandes youtubeuses comme ça. Euh, et, euh, et je pense que c'est vraiment venu petit à petit. Et j'ai mis du temps aussi avant de trouver ma place, de trouver le type de contenu que j'avais envie de partager. J'avais pas autant confiance en moi à l'époque et je partageais plus des contenus, on va dire, bateaux, entre guillemets. Enfin, voilà, j'allais faire du shopping, je montrais les tenues que j'avais trouvées. Donc c'était plus simple parce que je n'osais pas justement oser partager mes engagements alors que j'ai toujours été une personne très engagée. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le cursus Sciences Po parce que j'avais envie d'étudier des matières telles que la science politique, les actualités et tout ça parce que c'était vraiment des sujets qui m'intéressaient énormément. Mais j'osais pas le retranscrire, on va dire, à travers les réseaux sociaux parce que j'avais un peu peur du regard des autres. Donc il m'a fallu quand même quelques temps avant de trouver ma voie et voilà, et ça a été le cas il y a quelques temps quand j'ai commencé à vouloir vraiment partager du contenu très engagé. Et je pense que j'ai trouvé du coup écho et j'ai trouvé une communauté qui me ressemble. Et super et team rousse, hein, donc je comprends tout à fait ce que tu vis. Enfin, ce que tu as vécu, en effet, en étant adulte. Maintenant, c'est quand même, un peu moins le cas, heureusement. Hem, blague à part, du coup, aujourd'hui, au-delà donc des aspects un peu dont on a parlé, qui sont pas forcément positifs justement, tout à l'heure, qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, au-delà justement, enfin d'un revenu puisque c'est ton métier? Mais voilà, enfin, tu disais que ça t'avait permis aussi de rencontrer des gens, de prendre confiance en toi. Est-ce que c'est toujours vrai aujourd'hui dans le quotidien? Est-ce que, finalement, est-ce que l'aspect, positif prend le pas sur l'aspect négatif? J'espère que là, tu vas me dire oui. Oui, je retiens surtout l'aspect positif. C'est peut-être ce côté d'avoir l'impression d'avoir peut-être un rôle à jouer on va pas se mentir, ça fait toujours plaisir de se sentir utile entre gros guillemets, bien sûr. Il y a Mmh. des personnes qui vont, je pense, ressentir ce rôle parce que par rapport à leur métier ou parce qu'elles sont engagées dans une association ou parce que je sais pas, elles aident leurs proches. Bah moi j'ai un peu ce sentiment-là d'être utile parce que je me dis j'ai peut-être un vrai impact psychologique sur les personnes qui me suivent. En tout cas, je l'espère, au moins chez les plus jeunes et de me dire que je peux les aider, bah voilà, c'est ce qui me fait du bien aujourd'hui et bien sûr, se sentir, entendue et se sentir comprise également, ça fait énormément de bien. Aussi de pouvoir échanger avec des personnes qui finalement ont les mêmes centres d'intérêt que nous, qui partagent nos valeurs, nos convictions. Bah, ouais, tout ça fait que ça fait énormément de bien et puis après, je croise aussi beaucoup, les personnes de ma communauté dans la rue, donc là, ça devient encore plus concret où on peut échanger, vraiment, ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps d'être dans un parc d'attractions et de croiser une personne qui me suivait. Je lui ai dit, allez, viens, on va faire des activités ensemble. Enfin voilà quoi, c'est le lien, il peut aussi être très fort et c'est pas juste un lien de abonnement abonné quoi. Ça va beaucoup plus loin et du coup j'ai l'impression d'avoir aussi parfois une grande famille. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement dans l'étude que nous on a menée, il y a une grosse partie, j'ai plus le chiffre en tête, mais des répondants qui estiment qu'ils pourraient justement être amis avec les personnes qu'ils suivent, hein, donc les influenceurs, les créateurs de contenu, donc des personnes comme toi.
Et donc, tu as l'air de partager un petit peu cet avis. Bien sûr que, du coup, j'imagine que c'est différent. Et ma question, justement, c'est est-ce que tu t'es vraiment fait donc des amis proches, pas uniquement justement des relations sympathiques et où du coup vous pouvez avoir des interactions aussi dans la vie réelle lorsque vous vous croisez. Voilà, est-ce que tu t'es fait des vrais amis via les réseaux? Oui, d'ailleurs, je me suis fait une très, très bonne amie, notamment l'année dernière, une autre créatrice de contenu, qui commençait, l'année dernière et en fait, on a parlé sur Instagram et après on a décidé de se voir et aujourd'hui, bah, elle fait vraiment partie de mon cercle d'amis proches, et j'en ai plusieurs des exemples comme ça. Donc oui, c'est tout à fait Mmh. possible et je pense que qu'on n'est pas à l'abri de bonnes rencontres et c'est un des côtés positifs des réseaux sociaux, notons-le. Il y a pas que des points négatifs, ça nous permet de faire des chouettes rencontres et même, je rencontre aussi beaucoup de personnes dans le cadre, du travail, ça peut être des personnes qui travaillent chez des marques que j'affectionne et qui par la suite sont devenus des amis. Donc je pense que c'est tout à fait possible et heureusement parce que ça prouve bien que c'est pas seulement du virtuel et qu'il y a toujours beaucoup d'humains derrière. Positif, en effet. C'est un peu plus léger et optimiste que ce qu'on se disait tout à l'heure. Mais justement, c'est tout l'intérêt aussi de cette campagne, c'est de montrer que il s'agit de aussi trouver le bon équilibre. Et justement, en parlant de cet équilibre, et par rapport à ce que tu disais, justement, le côté humain, comment tu réussis justement à malgré tout séparer le côté vie pro de vie perso, à savoir bah, garder confidentiel ta vie intime, par exemple, des sujets dont tu n'as pas forcément envie de parler. Parce que dans la relation justement amicale et parfois ce côté proche qu'on peut ressentir lorsque on a une influenceuse qui est, bah, comme toi, assez vivante, joviale et qui partage quand même beaucoup de choses, j'imagine que parfois tu peux avoir peut-être des questions qui sont peut-être un peu privées et que tu n'as pas forcément envie de partager. Comment tu arrives à trouver cet équilibre? Alors, déjà vis-à-vis de l'équilibre, pour moi, ce qui est très important, c'est que je garde en tout cas un cercle d'amis qui est là de j'ai des amis de très longue date. Donc ça, c'est hyper important, je pense, pour mon bien-être. C'est, voilà, j'ai les mêmes personnes qui m'entourent depuis des années. Et du coup, ça me permet vraiment aussi de séparer les vrais des faux amis parce qu'on sait aussi que quand on est sur les réseaux sociaux et qu'on a une certaine notoriété, il y a des personnes qui on va dire, qui nous Mmh. approchent par intérêt. Donc ça, c'est une réalité et toutes les youtubeuses, même les influenceurs le disent. Donc voilà, ça c'est j'y fais assez attention et après voilà, c'est aussi je sépare les 2 en m'imposant, bah, des horaires de travail, même si je respecte pas toujours, de me dire: «Voilà, le soir, je suis avec telle personne et je mets de côté, la casquette, influenceuse, je mets de côté mon téléphone, j'y touche plus» et après par rapport aux commentaires, vie privée, je pars du principe que si j'ai quelque chose qui m'affecte, dans ma vie, par exemple, ce qui est le cas, en ce moment où j'ai un proche malade, je ne vais pas en parler, en fait, je ne vais pas, le dire et je ne vais pas donner de détails parce que ça me touche beaucoup et si ça me Mmh. touche beaucoup, en fait, je donne le pouvoir aux gens de m'atteindre. Donc voilà, je vais pas en parler comme ça, je me dis: «Les gens me poseront pas de questions dessus et ils sauront pas» et voilà, je peux gérer le truc de mon côté dans ma vie privée. Après je pars du principe que quand je parle de quelque chose en public, c'est que, je suis prête à recevoir des questions, vis-à-vis de ça. Après ça va, j'ai pas une communauté trop intrusive, heu, parce que je partage pas non plus, je mets jamais de vidéos en soirée, je mets jamais, trop ma famille à part ma mère de temps en temps, mais c'est plus dans des pour des choses, assez précises. Mais voilà, je parle pas trop, de choses, trop intimes. Je reste assez, précise sur les sujets donc j'exprime, voilà, pour éviter justement les questions trop intrusives. Je pense qu'après il y a des personnes qui font le choix de tout partager. Je pense notamment, à certaines mamans, qui vont vraiment montrer leurs enfants, leur maison, et tout et voilà, quand on fait ça, c'est vrai qu'il faut être prêt derrière à avoir, un certain, voyeurisme et beaucoup de questions un peu intrusives. Merci beaucoup. C'est, en effet, je pense, enfin une approche, intelligente de fonctionner. Hem, Juste pour, un tout petit peu enfin creuser un tout petit peu sur cette,
pratiquement dernière question. On a vu aussi, enfin justement dans notre étude, que malgré tout, enfin il y a ce sentiment de confiance qui s'installe entre une communauté et puis la personne qui est dans l'influence. Et donc de fait, par exemple, je sais pas, là bientôt on va avoir les élections typiquement, et donc toi, enfin je t'ai jamais vu vraiment parler justement politique ou ce genre de choses, mais je pense que tu peux représenter justement un tiers de confiance pour beaucoup de personnes qui peuvent se poser des questions. Comment tu réagirais justement si on venait te poser des questions sur tes opinions politiques et des conseils limite sur quoi mettre dans l'urne en mai 2022, quoi? Alors, ça, je pense que je n'y répondrai pas tout simplement parce que j'ai je sais que ça se fait dans certains pays, hein, on l'a vu aux États-Unis notamment, les influenceurs, ils s'engageaient vraiment pour des candidats, c'était incroyable, ils partageaient du contenu pour les soutenir et cetera. Moi, je pense que c'est un choix, j'ai pas envie de m'exprimer, aussi bien sur la politique que sur la religion, par exemple. Pour moi, c'est un peu la même chose. Je trouve que c'est pas mon rôle et hem et voilà, j'ai pas envie d'avoir une influence, en tout cas, là-dessus. Après, bien sûr, s'il y a un truc grave qui se passe, et que je sens le besoin, heu, de m'exprimer, je le ferai. Si je devais parler politique, ce serait plus pour dire aux personnes: «N'oubliez pas d'aller voter parce que c'est important de voter. On est dans une démocratie, on a la chance de pouvoir, s'exprimer, donc allons-y, allez aux urnes». Mais, en aucun cas je dirais: «Votez pour un tel ou telle personne» parce que je trouve tout simplement que c'est pas mon rôle et effectivement comme j'ai une influence, heu, je sais pas, je me sens pas trop légitime de le faire et ça peut aussi, être trop «touchy» entre guillemets et je pense que ça peut créer, beaucoup de on va dire de friction donc non, je préfère, éviter et pareil, hein, sur la religion, c'est la même chose, je ne veux absolument pas m'exprimer dessus. Je pense qu'on a chacun notre domaine d'expertise et moi j'ai le mien et ce sera pas dans ce domaine-là. Merci beaucoup Chloé pour tes réponses. Je pense qu'en effet, enfin, ça permet d'avoir un peu cette vision de ce que nous aussi on a envie de passer comme message, à savoir parler des sujets sur lesquels on est à l'aise, s'engager sur des thématiques qui nous plaisent, se responsabiliser aussi en ayant conscience que on a de l'influence et que des gens nous écoutent. Et à côté de ça, être capable de segmenter, de tirer le positif et puis d'éduquer. Merci. Moi, je pense qu'en effet, tout ce qui va être éducation, formation, sensibilisation, c'est ce qui fera qu'on pourra continuer à profiter justement de ce que nous apportent les réseaux sociaux, de ce côté aussi évasion, rencontre, qui est tout aussi agréable et qui permet justement d'avoir un petit échappatoire parfois. Avant de conclure, est-ce que tu aurais 2 mots justement un petit peu en termes de, je sais pas, conseils pour une personne qui hésiterait aujourd'hui à se lancer sur Instagram, que ce soit en professionnel ou genre juste à se créer un compte, pour voilà, pouvoir en profiter sans tomber dans les opposés désagréables du secteur. Oui, je dirais aux personnes, de toujours, avoir beaucoup de recul, sur leurs réseaux sociaux, de faire attention à ce qu'on partage dessus, parce que ça peut avoir un impact important, mais aussi de prendre beaucoup de recul, sur le contenu qu'on consomme et surtout de bien choisir les personnes qu'on suit. C'est hyper important, ne pas hésiter à faire du tri régulièrement dans ses abonnements si on voit qu'un contenu, nous met mal à l'aise ou a un impact négatif, sur notre estime de nous, c'est voilà, je pense qu'il faut juste, c'est juste une question de faire les bons choix et d'utiliser, les réseaux sociaux à bon escient. Merci beaucoup Chloé. En conclusion, je dirais que l'important, je pense que c'est de remettre l'humain et son intelligence au cœur des réseaux et de toujours avoir cette capacité de regard critique quand on accède à un contenu. Merci pour ton temps et à très bientôt pour un nouvel épisode de Cyberpop. Merci, à bientôt.